Aujourd'hui, nous entrons dans l'une des plus belles merveilles du monde. On dit qu'elle doit sa prospérité et sa beauté éternelle à une étoile tombée du ciel. Ça pourrait faire partie des merveilles du monde. C'est incroyable. Samarcande, la perle de l'Orient. Ville des mille et une nuits et carrefour des civilisations, elle est le cœur de la mythique route de la soie. Nous plongerons dans 2000 ans d'histoire, dans cette ville millénaire envoûtante, où les temps anciens dansent avec le présent, en révélant les mystères de la fabrication de l'or des textiles et de ces routes commerciales qui ont changé le monde. Hello, on se retrouve ce matin à Samarcande. On s'est réveillé dans notre petit hôtel puisqu'on n'a pas trouvé de couchsurfing dans cette ville malheureusement. On a trouvé un hôtel à 16 € la nuit et on est à 200 mètres du Régistan, l'attraction touristique principale de la ville. Là on est à quelques mètres maintenant et ça se voit que c'est fantastique. On a trop hâte de te faire découvrir tous les joyaux architecturaux de Samarcande. C'est ici que commence notre découverte de la cité légendaire, Samarcande. Ça y est, on est en plein milieu de la place du Régistan et c'est magnifique. En fait, elle est composée de 3 madrassas, tout en mosaïque, c'est bleu. Il y a des dômes bleu turquoise, magnifiques. Il y a des minarets qui sont un peu tordus. Ils sont recouverts de mosaïques, il y a des coquilles de Moukarnas qui nous rappellent l'Iran. Je sais pas, c'est incroyable, on a rarement vu des monuments aussi magnifiques. Hein. Ouais, aussi imposants aussi. Et donc ça s'appelait le Régistan, la place sablonneuse, et c'était un des endroits clés de la route de la soie. C'est là aussi où s'arrêtaient les caravanes. Bon allez, on va aller voir l'intérieur. Encore aujourd'hui, le Régistan est le cœur battant de cette ville millénaire et le fief de nombreux commerçants qui perpétuent des savoir-faire autrefois échangés, vendus ou encore appris sur la route de la soie. My name? Lena. Lena. Elle est trop belle cette petite boutique. Regarde ça, ils sont trop drôles. Là, la boutique dans laquelle on est rentré, ils ont plein de chapeaux. Du coup, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'en essayer, c'est assez drôle. Regarde ma tête, elle est trop drôle. Et ils ont écrit un Coran géant. Il a tout fait lui-même. En fait, le monsieur fait de la calligraphie et il a écrit tout le Coran dans ce livre. Et tu vois, sinon, il fait plein de calligraphies sur des pots de Gotenchip. Hein. Mais nous allons le voir, autrefois, ces pièces n'étaient pas destinées aux commerçants. Les petites boutiques, c'est les chambres des étudiants et les chambres des professeurs. C'était. T'as vu? Non mais regarde la taille de la porte. Il était petit à l'époque. Comme ça, les chambres de professeurs. Before all this place, I mean, if you say madrasa, the base was religion. And then mathematics, other science. I'm in this business 28 years, and here always was a lot of tourists. Now like 4 or 5 years more. Why? Because no visa. Okay. And for this reason alone, they say bonjour, voilà, plaisir des les totalement le bon prix, réduction spéciale. Like this, you learn a lot of languages. Huh? Yeah, a lot of people from Japan. They say konnichiwa, dozo nanka ni haite mite kudasai. Shishu, Samarkand classic, goku yasui desu. In Korean? Yes, anyo asayo, urikage o sabayo, suzani o desayo. Ces 3 madrassas grandioses ou écoles coraniques sont recouvertes de mosaïques peintes d'arabesques, de motifs floraux, de formes circulaires ou encore de poèmes et de versets du Coran. Chaque motif et chaque couleur raconte une histoire. Dès qu'on passe les grandes portes, il y a des grandes cours comme ça avec plein d'arbres, plein de verdure, des arches partout, de la mosaïque bleue partout. Franchement, on a rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment beau. C'est ce qu'on s'attendait à voir ici, quoi, à Samarcande. Bon, on est rentré à l'intérieur de l'une des madrassas et c'est incroyable. C'est tout doré, il y a des coquilles de Moukarnas partout, même sur la coupole, on n'avait jamais vu ça encore. C'est recouvert de bleu. Et c'est surtout cet effet doré en fait, parce que c'est très sombre à l'intérieur, ils ont mis juste quelques petites lumières et du coup il y a le sentiment de la feuille d'or là qui ressort, c'est trop joli. C'est magnifique, regarde le plafond. Oh my god.
Moi, je crois que Ouzbékistan #1 en architecture, alors que c'est que le 2e lieu qu'on visite. Désolé l'Iran, mais là... C'est le fameux papier de la route de la soie, ça. Papier de Samarcande. Et en fait, on vient de lire que les Chinois sont venus au 8e siècle. Ils ont envahi l'actuel Kyrgyzstan et une petite partie de l'Ouzbékistan. La personne qui dirigeait l'Ouzbékistan à l'époque a réussi à combattre les Chinois et en capturer 20 000. Et parmi ces 20 000, il y avait des gens qui avaient du savoir-faire, et notamment la fabrication de papier. C'est comme ça qu'est venue la fabrication de papier à Samarcande. Il est fabriqué avec de l'écorce de mûrier. En fait, le mûrier, c'est un arbre qui est très présent en Asie centrale. D'ailleurs, les verres à soie viennent du mûrier aussi. Sacré mûrier, hyper important cet arbre finalement. Et les siècles suivants, donc au 9e et 10e siècle, la plupart des manuscrits arabes et perses étaient faits avec ce papier. Et la particularité de ce papier, c'est qu'il est résistant à l'encre. L'encre ne traverse pas. Et à l'époque, c'était le papier le plus léger et le plus doux qu'ils fabriquaient. Tu vois, on voit les écorces et tout. Et c'était l'un des matériaux les plus recherchés de la route de la soie. Ils ont inventé tellement de trucs, les Chinois, c'est incroyable. C'est comme la soie. Pendant très longtemps, c'est les Chinois qui avaient le secret de la fabrication de la soie. Un secret qui était jalousement gardé par les Chinois, qui punissaient de mort quiconque le dévoilait. Alors nous quittons quelques instants ce joyau architectural pour percer les mystères de ce savoir-faire millénaire. Nous sommes à Margilan, petite ville de l'Est ouzbek, où se trouve l'usine de iode Gorlik. C'est ici que nous allons découvrir le secret de la fabrication de la soie, mais également ses techniques de tissage ancestrales et modernes. La soie aurait été découverte il y a près de 5000 ans. La légende chinoise donne cette découverte à l'impératrice Lei-Zhu. Un cocon de verre à soie serait tombé dans sa tasse de thé et elle aurait découvert le tissu des dieux en le déroulant. Ça, c'est un petit cocon de verre à soie. Et normalement, au bout d'un moment, le cocon, il éclot et ça en fait un papillon. Il faut en sorte qu'il meure à l'intérieur de son cocon et comme ça, ils peuvent récupérer le fil de soie. Et en fait, ils peuvent aussi l'utiliser si le cocon, il éclot, mais c'est de la moins bonne qualité. Et pour l'extraire, ils le plongent dans l'eau et ils récupèrent plus facilement le fil comme ça. Sur un petit cocon comme ça, c'est combien de mètres ? 3 km. 3 km, ouais, c'est énorme. Autrefois, le tissage se faisait uniquement à la main sur un métier à tissage vertical. Il fallait des semaines, voire des mois, pour tisser une seule pièce. Puis est venu le métier à tissage horizontal, comme celui-ci, qui est 3 fois plus rapide, car on utilise les pieds pour tisser jusqu'à 2 mètres par jour. Lena. Et lors de la révolution industrielle il y a plus de 200 ans, des métiers à tisser mécaniques ou encore automatiques comme ceux-là ont été inventés. Ces derniers sont 10 à 20 fois plus rapides que le tissage manuel. Aujourd'hui, pour aller toujours plus vite, on utilise des machines contrôlées par ordinateur qui permettent de tisser jusqu'à 1000 mètres par jour sans aucune erreur. Et on réalise de l'impression numérique sur soie pour les motifs et les couleurs. Mais ici, ils utilisent une méthode moins récente pour les teintures. Là, c'est la partie où ils font les teintures. Et en fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'ils utilisent de la teinture chimique maintenant. Mais avant, à l'époque, ils utilisaient que des teintures naturelles. Donc, par exemple, pour avoir une teinte de violet rouge, ils utilisaient de la grenade. Ou pour avoir du marron, ils utilisaient des noix. Qu'ils utilisent toujours aujourd'hui, mais maintenant, ils rajoutent en plus des couleurs artificielles. Mais alors, qui a volé ce secret si bien gardé ? Il aura fallu près de 3000 ans pour qu'au 6e siècle, des moines byzantins aillent en Chine et dissimulent des verres à soie dans des bâtons creux pour les introduire avec les mûriers en Europe. À présent, revenons à Samarcande pour continuer à découvrir ses merveilles et percer les mystères de la route de la soie. Donc la route de la soie, ça a commencé il y a moins 200 avant Jésus-Christ surtout, et ça s'est arrêté un peu après la chute de Constantinople en 1453. Et ils vendaient pas que de la soie ou du papier, ils s'échangeaient aussi des idées. Et à travers la route de la soie, il y a aussi les religions, les sciences qui ont été répandues. Enfin voilà, c'est pas que la soie. Et d'ailleurs, on dit la route de la soie, mais il y avait plusieurs routes de la soie, dont des routes maritimes aussi. C'est parti de là, quoi. C'est les échanges entre marchands qui voyageaient pendant des mois et des mois pour vendre leurs objets, quoi. Pour l'instant, l'Ouzbékistan, c'est un voyage qu'il faut prévoir. Les gens sont trop sympas, les monuments sont incroyables. Ici, là, cette ville de Samarcande, ça pourrait faire partie des merveilles du monde. Oh là là. Il y a une exposition de tapis en soie. Oh, regarde la pièce, c'est trop beau. Oh là là, je n'ai plus les mots. C'est beau.
plus beau magasin de toute ma vie. Il est beau, hein? C'est super beau. Dans cette échoppe dont la beauté ferait rougir Vénus, les tapis en soie sont fabriqués comme aux origines du tissu des dieux, sur un métier à tisser vertical. Nous passons des heures à admirer toutes ces dorures en feuilles d'or, ces nuances de bleu et ces mosaïques aux 1000 couleurs qui font de chacun de ces édifices bâtis au XVe et XVIIe siècle un véritable chef-d'œuvre. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est bleu, c'est grandiose. Je vote pour une 8e merveille du monde. Bienvenue chez moi. Il y a une mariée. Et maintenant on se rend à Gorémir, le mausolée de Timur. J'en ai marre de ce pays, c'est trop beau. Mais oui, regarde comment ils ont planté les fleurs. Il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est trop beau. Voilà à Gorémir. Ça veut dire le tombeau de l'émir en persan. Mais c'est magnifique, il y a un dôme bleu. Et il y a plein de mosaïques en fleurs, des formes géométriques qui sont caractéristiques de l'art timouride et de l'architecture qu'a apporté cet empire et c'est trop beau, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a inspiré l'architecture des mausolées qui ont suivi et notamment celui du Taj Mahal en Inde. Et donc ce mausolée, c'est le mausolée de Timur. Donc on va aller voir son tombeau juste après, qui est dans cette bâtisse exceptionnelle. Et il y a une légende très particulière sur ce tombeau, on va te la raconter juste après. Et là on est juste en dessous d'une coquille de moukardas magnifique. Elle est toute blanche, c'est assez rare, on ne voit pas des comme ça. Oh là là. C'est de la peinture, c'est pas de la mosaïque ou de la céramique. C'est trop beau. C'est tout fin. Ça doit être là le mausolée. Ah, oh, ça a l'air beau. Incroyable. So usually Muslims pray like this, opening hands to God and asking forgiveness for the people who are buried here. And also reading some Quran, they get hasanas and they ask God to give that good deeds to the souls of people who are buried here. On va te parler donc de la légende du tombeau de Timur. En fait, en 1941, ici c'était sous le contrôle de l'Union soviétique et il y a des scientifiques qui ont ouvert la tombe de Timur. Sur celle-ci, il était écrit « Celui qui ouvre cette tombe aura affaire à un envahisseur plus terrible que moi ». Quelques jours après, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa et envahit l'Union soviétique. Du coup, les gens dans toute la région, ils ont commencé à devenir très superstitieux. Donc ils ont réinhumé les restes de Tamerlan. C'est complètement dingue cette légende. Sacré Tamerlan, hein. Il y a un monsieur aussi en fauteuil roulant, qu'est-ce qu'il fait comme voyage? Ah ouais, on vient de croiser un Indien en fauteuil roulant. Il a visité une bonne partie de l'Asie du Sud-Est et une partie de la Chine. C'est hyper inspirant de voir des gens même en fauteuil roulant qui font des voyages autour du monde, tu te rends compte? C'est inspirant, c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire je peux pas, des blocages, et si j'ai ça. Il est en fauteuil roulant, il n'a pas l'usage de ses jambes et en quelques mois il a déjà visité 8 pays et tout est possible. Tout est possible. Hello, my name is Hassan Imam. I'm from New Delhi, India. I am doing world trip on a wheelchair. We are complete 8 countries. After that, I will try inter-European country. Wish you best of luck. Thank you so much. Bonjour, France. Drive on the road, on the highway, anywhere. Just attach and go. Nice. Yeah, this is a battery operated. Single charge you can drive 30 km and we have 2 battery. So I am driving 60 in lunchtime charging. So we are complete every day 100 km. This is a pure made in India, Indian Institute of Technology right now in Chennai. Wish you the best and best of luck for your travel. Thank you so much. Incroyable. C'est trop bien, c'est une belle rencontre. Il est temps de quitter cette nouvelle merveille. Mais c'est pas fini, à savoir que Samarcande, quand on demande aux gens quelle est votre ville préférée, c'est pas celle-là. Ils parlent plutôt de Bukhara ou de Khiva qu'on va aller voir après. Donc je pense qu'on n'a pas fini avec l'Ouzbékistan.
Ça y est, on vient d'arriver, nouvelle journée, nouvelle visite. On est à Shahizinda et en fait c'est un ensemble de mausolées, de mosquées et de cimetières. Voilà, ça a l'air encore une fois fabuleux. En persan, Shahizinda signifie le roi vivant. Pour entrer sur le site, nous passons sous un grand iwan qui laisse apparaître une pièce du paradis dominée par un ensemble de coquilles de moukarnas blanches comme de la neige. Faut que je vous dise un truc. Je suis tombé amoureux de l'Ouzbékistan. C'est incroyable. Chaque mausolée a une architecture unique et somptueuse, avec un dôme ornementé de mosaïques ou encore de feuilles d'or. Et c'est au centre de chacun d'eux que l'on retrouve un ou plusieurs tombeaux. Comment c'est possible? Non mais c'est incroyable, à un moment donné, il faut équilibrer la beauté des choses. L'Ouzbékistan a tout volé. Regardez ça, on est entouré de merveilles. Bon, c'est vraiment magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Ça a l'air tellement parfait. Et en fait, quand on se pose, on s'aperçoit que rien n'est droit. C'est vraiment comme au Régistan. Après, c'est des bâtiments qui ont été détruits dans le temps et qui ont été complètement rénovés. Ils ont fait un travail titanesque, hein, encore une fois, et ils continuent de rénover encore et encore. Il y a du monde qui travaille ici. On voit des peintres, il y a plein d'hommes qui se baladent depuis tout à l'heure. C'est des artistes. Des artistes, ouais, c'est incroyable. L'idée, c'est tellement dans le détail, chaque petit carreau, etc. Ils ont retrouvé des restes de femmes et ils en ont déduit que c'était la nièce, la sœur, les femmes de Timur, et puis il y a aussi des émirs. Ces merveilles ont été construites sur plusieurs siècles et témoignent du savoir-faire et de la beauté intemporelle de Samarcande, le berceau des étoiles dans le désert. On vient de rentrer dans le mausolée de Qusam ibn Abbas et il se trouve que c'était l'un des cousins du prophète Mohammed. Ce serait l'un des premiers à avoir répandu l'islam en Asie centrale, donc c'est un personnage très important au niveau religieux dans cette région. Les gens viennent ici pour prier devant sa tombe, etc. Donc c'est un lieu très sacré. On est déjà au bout et c'est trop court, c'est tellement beau. Notre visite de ces mausolées se termine. Puis voilà, on va quitter difficilement ce lieu parmi tous les autres lieux de l'Ouzbékistan. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est fantastique, c'est magnifique. Nous finissons notre visite de la belle Samarcande par la mosquée de Bibi Ranoum aux dimensions vertigineuses. Ces dimensions font d'elle un monument avant-gardiste du début du XVe siècle et démontrent une fois encore la grandeur et la beauté des savoir-faire de l'Empire timouride. Il aura fallu 500 ouvriers, 200 architectes, 95 éléphants et 5 années pour construire ce bâtiment monumental. Nous sommes dans la mosquée de Bibi Ranoum. Bibi Ranoum, c'était la fiancée favorite de Tamerlan. Et la légende raconte que Bibi Ranoum a décidé de construire cette mosquée alors que Timur était en train de faire des campagnes militaires partout en Asie. Et la seconde légende, c'est que l'architecte qui était en charge de cette construction aurait demandé un baiser à Bibi Ranoum pour achever la construction. Et évidemment, Tamerlan, quand il l'a su, ça l'a mis en colère. Et la suite, je pense qu'elle n'est pas compliquée à deviner. Donc voilà, c'est le dernier monument qu'on va visiter à Samarcande. Encore une fois, le gouvernement ouzbek a fait un travail de rénovation exceptionnel. Et on en a pris plein les yeux dans cette ville et on sait qu'il y a encore des trucs extraordinaires à voir à Bukhara et à Riva. C'est ça qui est riche dans le voyage, c'est de pouvoir se replonger dans l'histoire des peuples et des nations ou des empires. Surtout à travers des bâtisses comme ça, c'est plus intéressant qu'un cours d'histoire, non? Allez! Sa beauté, son histoire et ses légendes, mêlées à la mythique route de la soie, nous ont fait voyager à travers 2000 ans d'histoire et conduit devant les plus beaux édifices que nous n'ayons jamais vus. Nous sommes en admiration devant ces savoir-faire exceptionnels, transmis à travers les siècles, jusque dans les mains des Ouzbeks que nous n'avons pas fini de découvrir. Elle fait maintenant partie de ces rêves que nous avons réalisés, mais qui ne cesseront jamais de nous faire rêver. À bientôt!